si on envoyait la flotte? Le commandement demande la permission de se retirer. Il faut gagner cette guerre. Oui! Tous à terre! Camarades. Camarades. Au début de l'année 1918, la Première Guerre mondiale fait rage depuis presque 4 ans en Europe. Les hommes des deux camps sont épuisés, embourbés dans les tranchées du nord et de l'est de la France. Pendant cette guerre, les conditions de vie sont épouvantables. L'Europe est à bout de force, la famine apparaît et les maladies se répandent. Et la Croix-Rouge est impuissante. Les Alliés ont vraiment besoin de renforts, de sang neuf. Ce renfort, les Alliés l'attendent avec impatience, depuis l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Dès la fin juin, les premières troupes américaines arrivent enfin en France, à un rythme soutenu. L'Amérique envoie des centaines de milliers d'hommes et les Allemands sentent monter la pression. Ils ont battu la Russie un peu plus tôt en 17 et déplacé leurs troupes sur le front ouest. C'est maintenant qu'ils doivent lancer leur offensive finale. C'est maintenant qu'ils doivent gagner la guerre, avant l'arrivée des Américains. Les Allemands ont rassemblé toutes leurs forces sur le front ouest pour lancer l'offensive du printemps. Dans une série d'attaques surprises, des unités spéciales allemandes s'infiltrent dans les tranchées alliées et attaquent les postes de commandement, avec une telle facilité que la victoire leur semble à portée de main. Allez, allez! Mais l'avancée rapide des Allemands les éloigne de leur ligne de ravitaillement. Et ils n'ont pas de chars pour tenir le terrain. Ils veulent coûte que coûte atteindre Paris et ils attaquent en passant par la Marne. Les Allemands ont été tout près finalement de vaincre la France et le plan Schlieffen a failli triompher. Mais il y a toujours eu ce petit grain de sable dans la mécanique, la bataille de la Marne, et qui a sauvé véritablement la France. C'est là que les Alliés, soutenus par les troupes américaines, vont enfin stopper l'avancée allemande. La contre-attaque française sur la Marne est un succès. Deux jours plus tard, les Alliés l'emportent à nouveau à Amiens. Ces victoires confortent le camp allié. L'objectif est de repousser l'ennemi hors de France. C'est dans ce but que la première attaque conduite par les forces américaines se prépare à Saint-Mihiel. Et ils y engagent l'arme qui manque tellement aux Allemands.
un bataillon de blindés légers emmené par le colonel Patton. Colonel, je veux que toutes les divisions armées de la base se tiennent sur le qui-vive. Nous attaquerons à l'aube. Oui, lieutenant. Patton va tester sa nouvelle tactique liée à ce nouvel armement, le char. Cette bataille est cruciale pour lui, autant pour prouver l'efficacité du char sur le champ de bataille que ses propres qualités de commandement. La nuit avant l'assaut, Patton ne parvient pas à dormir. Il se glisse hors de sa tranchée et s'avance en plein No Man's Land. La situation est dangereuse, mais Patton a absolument besoin de renseignements. Il repère le terrain pour la sûreté de ses engins. Quelqu'un comme Patton sait très bien se servir du renseignement, mais sa plus grande qualité, c'est de le convertir très rapidement en plan d'action. Patton était un homme tourné vers l'action, un attaquant. Le 12 septembre 1918, 200 000 soldats américains et 50 000 Français se lancent sur le champ de bataille de Saint-Mihiel. Avancez! Les Allemands opposent une résistance farouche, mais le repérage effectué par Patton porte ses fruits. Son bataillon de chars commence à percer le front ennemi. Un autre officier américain conduit les fantassins à l'assaut. C'est le général de brigade Douglas MacArthur. Il a alors 38 ans. Soldats, rejoignez le flanc gauche, vite! Oui, mon général. Les Italiens gagnent du terrain. Prenez position sur la colline. Oui, mon général. Allez, en avant, en avant! Lieutenant George Patton, première division blindée. Brigadier général Douglas MacArthur, 42e d'infanterie. Mon général, on vous demande au front. Allons-y, sergent. Avancez! Patton et MacArthur sont ensemble à Saint-Mihiel, et c'est sur ce champ de bataille qu'ils se rencontrent pour la première fois. C'est au milieu des tirs d'obus que se trouvent ces deux grands hommes du XXe siècle. MacArthur descend d'une longue lignée de militaires. En avant, soldats! Son père a été décoré au cours de la guerre de sécession. Allez! On n'en attend pas moins du fils. Douglas MacArthur a mené des attaques dans le No Man's Land avec témérité. C'était un homme doté de grandes qualités et aussi d'une extraordinaire confiance en lui. Empêchez-les d'avancer! MacArthur et Patton sont tous deux sortis de West Point, une des académies militaires les plus prestigieuses des États-Unis. Ils seront pendant plusieurs décennies à la fois alliés et rivaux. Ce jour-là, à Saint-Mihiel, les armées françaises et américaines réussissent à percer les lignes allemandes et remportent la victoire. Du côté français, un autre jeune officier de valeur enrage de ne pas avoir pu participer à cette percée des Alliés. Capturé à Verdun, le capitaine Charles de Gaulle est toujours prisonnier. Charles de Gaulle est un jeune officier formé à Saint-Cyr, formé au combat. Il fait ce qu'il doit faire pour recueillir les informations contre l'ennemi
Il fait son travail de soldat, tout simplement, avec une bravoure remarquable, certes, mais il fait le travail du soldat idéal. Hélas pour lui, le jeune capitaine est prisonnier depuis sa capture lors d'une offensive allemande à Douaumont en mars 1916. De Gaulle s'est retrouvé encerclé, il a voulu fuir avec quelques-uns de ses hommes dans un boyau, on lui a jeté une grenade, il s'est jeté par terre, et puis un Allemand lui a donné un coup de baïonnette dans la jambe, il s'est évanoui, et quand il s'est réveillé, eh bien, il était du côté des Allemands, il était soigné dans une infirmerie allemande. Le temps en captivité lui semble interminable. De Gaulle n'a qu'une hâte, retourner se battre en France. Il élabore plusieurs plans d'évasion. Une seule porte sépare le camp des bâtiments de l'hôpital. Si on réussit à la franchir, on pourrait atteindre la forêt en 7 minutes. Mais comment y parvenir? Impossible, elle est gardée de jour comme de nuit. Le métier de prisonnier de guerre, c'est de s'évader. C'est une règle qui est parfaitement comprise par les détenus comme par les gardiens. Donc voilà, les règlements l'interdisent certes, mais un soldat a pour devoir, lorsqu'il est fait prisonnier, de regagner son unité au plus vite pour combattre à nouveau. Après de multiples tentatives d'évasion infructueuses, De Gaulle est mis au cachot. Il est soumis à des interrogatoires réguliers, mais il est déterminé à défendre la France. Loin des combats, il a tout le temps de réfléchir à son avenir de soldat. J'ai fait presque 3 ans de cachot. On ne pouvait communiquer les uns avec les autres qu'en tapant sur les murs. Mais ça m'a appris qu'à plusieurs, on trouvait la force de résister à l'ennemi. Et j'y ai appris aussi, pas seulement le prix de la liberté, mais la valeur de servir une cause qui vous dépasse. Pour un autre protagoniste aussi, le combat va bientôt cesser. Pendant ces années de guerre, Hitler est devenu un soldat endurci. Ses convictions se sont affirmées. La supériorité de l'Allemagne ne fait pas de doute à ses yeux. Il se sent capable d'éliminer tout ce qui pourrait contrarier ses projets. Les gaz! Pour les combattants, les attaques au gaz sont incessantes. C'est presque devenu habituel. Mais cette fois, c'est différent. Les deux camps ont utilisé le gaz lacrymogène dès 1914. Au fur et à mesure des années de guerre, on a assisté à une escalade dans la recherche d'armes chimiques de plus en plus mortelles. Les gaz! Les gaz! Les deux camps utilisent la plus récente des armes chimiques, le gaz moutarde. Il stagne dans les tranchées des journées entières et s'attaque à la fois aux voies respiratoires et à la peau. Le gaz moutarde s'en prend au système nerveux central. Il provoque des vésicules sur la peau, il détruit les muqueuses et il rend aveugle. C'est affreusement douloureux. Et comme il est inodore, le temps que vous vous rendiez compte que vous l'avez respiré, il est déjà trop tard.
Les jours d'Hitler au combat sont désormais comptés. Pour lui, cette guerre est terminée. Dans la forêt d'Argonne, les troupes américaines et françaises bataillent côte à côte contre l'armée allemande. MacArthur cherche à percer les défenses ennemies. Sur des photos aériennes du front, il détecte une faille dans la défense adverse. Il y voit l'opportunité qu'il attendait. Le renseignement, c'est essentiel. Et plus vous en avez, mieux c'est. Mais au bout du compte, c'est votre instinct qui vous guide. MacArthur a décidé d'enfoncer la défense allemande à ce point précis et de l'encercler dans ses tranchées. À l'automne 1918, les forces alliées de la France et des États-Unis lancent l'offensive de la forêt d'Argonne. Même s'il y avait encore, en printemps 1918, très peu d'Américains dans les tranchées, néanmoins, ils étaient déjà plus d'1 million à se former à l'arrière. C'est l'engagement le plus important de troupes américaines de toute la Grande Guerre. Les sentiments des généraux français et britanniques étaient très partagés vis-à-vis des Américains. En avant, l'ennemi est en vue! D'un côté, ils étaient soulagés d'avoir du renfort. Mais de l'autre, ils étaient persuadés d'en savoir bien plus long sur cette guerre que les jeunes soldats américains. Les lignes sont proches, regroupez-vous! Dès les premiers affrontements, George Patton est blessé. Les pertes s'élèvent rapidement des deux côtés. Mais cette terrible bataille fait partie d'une campagne beaucoup plus vaste, destinée à en finir avec cette guerre et à obtenir la retraite complète des Allemands. Cette campagne restera connue sous le nom d'offensive des 100 jours. Protégez-vous! Protégez-vous! Les mortiers! Repliez-vous, vite! L'offensive des 100 jours fut une grande bataille pour les Alliés. L'armement était enfin au point et ils avaient appris à coordonner l'action de l'infanterie, de l'artillerie et des chars. Les Allemands n'avaient plus de réserve, ils n'avaient plus d'hommes, ils n'avaient plus assez de canons, plus assez d'obus, plus assez d'argent. Tandis que, côté allié, eh bien, il y avait encore des réserves. Pour les Français, il suffisait de tenir. Le temps travaillait pour eux. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant! L'ennemi est devant nous, soldats chargés, allez! En avant! Au cours des combats de septembre et d'octobre 1918, les Alliés enfoncent les défenses ennemies à de multiples reprises et mettent en déroute la réputée toute puissante armée allemande. Chargez, soldats! Des dizaines de milliers de soldats allemands n'ont plus d'autre choix que de déposer les armes et de se rendre. Posez les armes! Les mains en l'air! Les mains en l'air! Ferme-la, le boss! Avancez! Plus vite que ça! Dans ces circonstances exceptionnelles, un grand chef doit prendre les bonnes décisions. Et il doit avoir l'endurance physique et la force morale pour les mener à bien contre tous les obstacles. En avant, en avant, en avant! Allez! Après 4 ans de combats sans relâche et plus de 39 millions de victimes, les deux parties acceptent un cessez-le-feu. L'Allemagne reconnaît sa défaite et signe l'armistice le 11 novembre 1918 dans un wagon au cœur de la forêt de Compiègne.
Quand le monde est ébranlé et doit se reconstruire, comme après les grandes catastrophes, telles que la fin d'une guerre comme celle-ci, on assiste à des manifestations d'émotions de toutes sortes. Il y a d'abord l'euphorie d'avoir traversé une période exceptionnelle, mais on n'a pas le temps de s'appesantir sur le passé. Il faut aller de l'avant. À peu près partout dans le monde, on accueille la fin de la guerre avec des manifestations d'allégresse. La reddition inattendue de l'Allemagne plonge le pays dans le chaos. Parmi les Allemands, nombreux sont ceux qui refusent la défaite. Les généraux allemands demandent l'armistice. Ce sont eux qui le demandent. Sauf qu'entre-temps, du fait de l'épuisement de l'Allemagne, démographique, sanitaire, nutritionnel, vous avez une révolution qui se déroule, et la révolution est bien due à tout cela. L'Allemagne tout entière en est restée le souffle coupé. C'était un énorme choc, un désastre total. Le monde entier accueille la paix avec reconnaissance. Au cœur de l'Allemagne, un homme refuse totalement l'issue de la guerre. Hitler, atteint par les gaz à la fin de la guerre, est hospitalisé. Il est momentanément aveugle. Le peuple allemand a perdu la guerre. Il a été vaincu par les armées des Alliés de l'Ouest. À l'hôpital, on lui annonce que la guerre est terminée, que l'Allemagne est vaincue. C'est un tournant dans sa vie. Dans l'esprit étroit d'Hitler, les choses sont binaires. C'est la vie ou la mort, la victoire ou l'anéantissement. La reddition n'est pas digne d'un Allemand. Il faut forcément être un lâche pour se rendre. Hitler prend la capitulation à son compte. C'est une humiliation personnelle. Mais c'est aussi une mission qu'il se fixe. Se venger et corriger cette infamie. Avec la fin des combats, c'est à présent aux Alliés d'arriver à un accord pour empêcher un tel conflit de se reproduire. Les chefs d'État du monde entier se retrouvent à Paris pour négocier les termes d'un traité de paix. Les chefs d'État du monde entier, à l'exception des dirigeants des pays vaincus. On nous a promis l'Istrie, la Dalmatie et le Trentin. Elle doit aussi renoncer à son empire. Bonjour, messieurs. Veuillez vous asseoir, je vous prie. La Namibie, le Cameroun... Je vous propose de nous accorder sur le fond, avant de passer aux questions spécifiques de chacun. Chacun des participants veut mettre ses propres intérêts à l'ordre du jour. Les Allemands sont responsables de ce conflit. La France veut voir l'Allemagne tellement accablée de dettes qu'elle ne s'en relèvera pas et ne sera plus jamais une menace. Les Britanniques ont un autre point de vue. Une Allemagne affaiblie ne pourra pas faire barrage à la Russie communiste. Les Alliés doivent présenter un front uni et j'ai besoin de vous pour y parvenir. L'Italie revendique les régions qui lui ont été promises en échange de son ralliement. Le Japon demande aussi de nouvelles colonies, mais au-delà, il attend de ce traité une reconnaissance au niveau international. Nous ne nous contenterons pas d'un rôle de figuration. Et l'Américain Wilson a ses propres objectifs. Nous sommes une nation alliée à part entière. L'Italie ne doit pas être oubliée, j'insiste, messieurs. Je vous remercie. Wilson est convaincu que si nous ne voulons pas que cette tragédie se répète, il faut mettre en place une instance internationale capable d'empêcher l'Allemagne de recommencer. Une force qui pourra éviter d'autres désastres. Wilson présente son plan de paix en 14 points autour d'une pièce maîtresse. La création de la Société des Nations, un organisme international destiné à maintenir la paix dans le monde. Je crois que le projet a des Président chances Wilson, d'aboutir. vous pouvez compter sur le soutien du Royaume-Uni. Quand Wilson a présenté ses 14 points, le président du Conseil Clémenceau aurait eu ce bon mot. Même le bon Dieu n'en avait fait que 10.
L'attitude moralisatrice et les ambitions des États-Unis restent en travers de la gorge des Européens. Monsieur le Président, nous devons trouver un terrain d'entente entre nous. Le temps presse. Impossible. Les négociations de paix traînent en longueur. Je vous soutiens, Président. Au bout de plusieurs mois, alors qu'un accord est en vue, Wilson tombe brusquement malade. Son état exige de quitter la France. Et bientôt, les médecins lui apprennent qu'il est atteint de la grippe espagnole. La pandémie qui a déjà tué 30 millions de personnes en 1918. En l'absence de Wilson, les tractations reprennent de plus belle. L'Italie ne se laissera pas léser, messieurs. Ces territoires... Nous refusons de laisser l'Allemagne reconstruire cette fondation. Toute alliance repose sur le respect et la coopération. L'expérience m'a appris que les forces en présence n'ont pas besoin d'être égales pour faire une bonne alliance. Mais elles doivent faire preuve de confiance réciproque pour se venir en aide. Nous devons trouver un compromis. Après 6 mois d'intenses négociations, les Alliés sont enfin prêts à signer le traité. Mais l'accord final est loin du plan équitable que Wilson avait imaginé. L'Italie n'obtient pas les territoires qu'on lui avait promis pour son ralliement au camp allié et se sent trahi. Les revendications territoriales du Japon ne sont pas non plus satisfaites. Et pire, sa revendication d'être reconnu comme un grand acteur de la scène mondiale est rejetée. La clause d'égalité est annulée par une alliance perverse d'opposition. Elle est menée au sein de l'Empire britannique par les Australiens et soutenue par l'administration Wilson. Le traité a d'autres défauts. La paix de Versailles viole les 14 points du président Wilson. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Autrichiens veulent l'Anschluss par exemple. Les Autrichiens votent le rattachement à l'Allemagne. Les Allemands veulent accueillir les Autrichiens. Eh bien, c'est non. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est violé. Et si en effet la joie éclate dans la plupart des pays, les conséquences sont lourdes de menaces dans le camp des vaincus. Le monde qui est né de la Première Guerre mondiale est encore plus violent, encore plus secoué par des passions, par des haines. Vous avez toute cette instabilité qui fait que on n'a pas confiance dans la paix de Versailles. Cette paix de Versailles qui n'est pas acceptée par l'Allemagne. Il faudra beaucoup de temps, 1925, pour que l'Allemagne accepte ses frontières occidentales, c'est-à-dire qu'elle accepte que l'Alsace et la Lorraine reviennent à la France. Pourquoi s'est-on battu, finalement? Le monde est plus instable en 1919 qu'il l'était en 1914. Mais est-ce que la guerre est véritablement inscrite dans l'histoire, dans le destin des hommes? On n'ose pas y croire. On ordonne à l'Allemagne de verser 132 millions de marks or aux Alliés au titre des réparations de guerre, une somme ahurissante équivalent à 1400 milliards d'euros. L'Allemagne doit commencer à en payer 2 milliards par an et son économie fait rapidement faillite. Les conséquences sont terribles pour le peuple allemand qui s'enfonce dans la misère. Pour les Allemands se pose immédiatement la question de leur survie. La très grande majorité d'entre eux se rend compte que la guerre n'a pas pris fin en novembre 1918. La classe moyenne doit lutter quotidiennement pour se nourrir et se vêtir, et ce bien après 1920. La famine et la colère engendrent des tensions palpables dans tout le pays. L'ex-empire allemand est au bord de la guerre civile. Des milices de droite et de gauche s'affrontent dans les rues. L'Allemagne est en guerre contre elle-même. La fin de la Première Guerre mondiale, ce n'est pas un traité de paix, c'est un armistice qui va probablement durer 20 ans. Et ça veut dire que l'esprit offensif des Allemands n'a pas été vaincu. Cette question n'est pas réglée. Le sentiment général en Allemagne, c'est que cette défaite a engendré la dépression et la désunion. Et la population en est terriblement affectée.
Les milliers de soldats de retour du front n'arrangent rien au moral du pays. Ils traînent désœuvrés dans les grandes villes, comme Hitler à Munich. S'il y en a un qui ne croit absolument pas en cette paix, c'est bien Winston Churchill. La guerre terminée, il s'apprête à retrouver son siège au Parlement. Dans la classe politique britannique, beaucoup doutaient de Churchill, dont les décisions semblaient peu fiables. La bataille des Dardanelles a eu de terribles conséquences. En même temps, c'est au cœur de cette guerre qu'il a su prouver son sens du commandement. Churchill revient au gouvernement persuadé que la menace allemande est toujours à l'ordre du jour. Après 2 ans et demi de captivité, Charles de Gaulle est enfin libre. On l'a nommé à un poste d'instructeur dans l'armée française à Paris. Il se consacre à l'intégration de nouvelles stratégies de guerre reposant sur l'arme blindée. S'il y a une autre guerre, la France sera prête. Pour de Gaulle, la Première Guerre mondiale a été un drame, le drame de la captivité, de l'inaction. Je n'ai servi à rien, dit-il dans ses lettres à sa mère, et il écrit en 1918, eh bien, j'essaierai dorénavant de bien penser, de bien agir, de compenser mon inaction pendant la guerre. Et donc, en 1940, de Gaulle veut avant tout être un homme d'action. En récompense de ses services pendant la campagne en France, Douglas MacArthur est promu à l'un des postes militaires les plus prestigieux aux États-Unis. Cadet, serez-vous encore en retard? Non, général! Cadet, serez-vous un exemple pour vos troupes? Oui, général! Il supervise l'entraînement des soldats américains à l'Académie militaire de West Point. Tout comme Churchill, il est convaincu que la paix ne va pas durer. De son côté, le colonel Patton dirige son unité de blindés à Fort Meade, un camp d'entraînement du Maryland. Portez! Lui aussi est en train de former la nouvelle génération de l'armée américaine. Comme MacArthur, il est persuadé que le cessez-le-feu n'aura qu'un temps. Feu! 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 En Italie, Benito Mussolini pressent la fin des hostilités comme une chance pour son pays. Il a été blessé par un obus de mortier et retrouve le poste d'éditorialiste qu'il occupait avant-guerre. Toutefois, le pays pour lequel il s'est battu est en pleine déroute. Bien que les Italiens soient sortis de la guerre dans le camp des vainqueurs, ils n'en ont tiré aucun avantage. Pour les nationalistes, c'est un sentiment d'humiliation qui prédomine. Même s'ils sont dans le camp des vainqueurs, ils n'ont rien gagné dans la guerre. Mussolini se sert de son journal pour exprimer son point de vue sur la Nouvelle-Italie. Pour retrouver la gloire de l'Empire romain, l'Italie doit s'en remettre à un chef. Il se voit très bien dans le rôle de celui qui redonnera à l'Italie sa grandeur. Un nouveau support, la radio, lui offre la possibilité de diffuser son message nationaliste et autoritaire à des millions d'auditeurs italiens. Notre belle nation est plongée dans la guerre depuis que flotte le drapeau de la Révolution. Un drapeau défendu avec courage par les quelques rares patriotes de la péninsule. Les seuls à s'opposer aux forces maçonniques, démocratiques et capitalistes. Mussolini était un homme de parole habile et d'action brutale. Tout le poussait à bousculer les institutions, quitte à en passer par la violence. Pour concrétiser son projet, Mussolini forme un groupe paramilitaire qu'il appelle les Chemises Noires. Ces vétérans de la Grande Guerre terrorisent leurs adversaires politiques et préparent la révolution armée. En quelques mois, Mussolini lance un mouvement qui va changer l'histoire de l'Italie. Encore sous le choc de la capitulation allemande, Hitler est de retour à Munich, sans aucune perspective de carrière.
Caporal d'infanterie Adolf Hitler. Capitaine? Veuillez vous asseoir. Alors, vous cherchez un emploi? Oui, je suis prêt à reprendre du service. Je comprends, caporal. Mais malheureusement, je n'ai rien. Rien du tout? Il n'y a pas de travail. La guerre est finie. Il doit bien y avoir un poste quelque part. Après tout ce que j'ai donné à l'Allemagne. Un groupuscule politique s'est formé, le Parti ouvrier allemand. Nous voulons en savoir plus sur eux. Quelles sont leurs intentions? Oui, capitaine. Essayez de passer inaperçu. Les termes du traité de Versailles ont créé des conditions économiques qui ont favorisé l'émergence de l'extrémisme nazi. On trouve de nombreux exemples similaires au cours de l'histoire. Les crises amènent au pouvoir toutes sortes de mouvements extrêmes. La mission confiée à Hitler est d'infiltrer le Parti des travailleurs allemands, un des multiples groupuscules anti-gouvernementaux qui s'est constitué à la suite du traité de Versailles. Tous des vauriens. Des mois durant, des réunions secrètes se tiennent dans tout le pays. Nous devons faire entendre nos voix. Ils méprisent ceux qui se sont battus pour la nation. Non, le traité de Versailles ne me représente pas. Ils font comme s'il ne s'était rien passé. Pour eux, nous ne représentons plus rien. Et bientôt, il se rend compte que les militants du Parti des travailleurs ne sont pas du tout des communistes. Ce sont des nationalistes radicaux, patriotes à l'extrême. Pendant qu'ils se vautrent dans l'oisiveté, les travailleurs ont faim. Beaucoup d'entre eux proclament la supériorité de la race allemande, ce qui est le point de vue même d'Hitler. L'Allemagne n'a jamais pu faire face aux réparations imposées par la Première Guerre mondiale. Et c'est cette incapacité qui a semé les germes du nazisme. L'Allemagne, notre Allemagne, est morte. Son cœur est dévasté, son âme stérile. Alors nous errons dans les rues de Munich. Il n'y a plus de cause pour laquelle se battre. Et l'Allemagne doit achever sa destruction. C'est la seule solution, c'est notre seul espoir de survie. Non, ce n'est pas le seul. Si, il ne reste plus rien qui vaille la peine qu'on se batte. Rien qui ne vaille la peine qu'on se batte? Des paroles prononcées par les lâches et les déserteurs dans toutes les batailles. Seuls les faibles s'en emparent pour fuir leur honneur et leur devoir. Seule l'union sacrée sépare les vainqueurs des vaincus. Vous avez abandonné la lutte. Mais sachez que l'Allemagne est toujours en guerre. Notre guerre, celle qui comblera nos existences. Qui verra naître une Allemagne unifiée, une Allemagne forte, une Allemagne fière. Notre pays est un géant endormi. Et quand nous l'aurons débarrassé des parasites et des escrocs qui l'accablent, tout comme des sangsues du traité de Versailles, notre Allemagne renaîtra de ses cendres encore plus forte. Hitler quitte l'armée allemande pour se consacrer entièrement au Parti des travailleurs. La Grande Allemagne n'existe plus. Nos ennemis ont conspiré contre elle. Il faut éliminer le ver qui pourrit le fruit. Il faut éradiquer la corruption. Il se distingue du groupe par sa rhétorique cinglante et ses propos ouvertement nationalistes et antisémites. Et il prend rapidement la tête de la propagande. Il veut réformer le parti. Le temps est venu de reconquérir notre patrie. Sous la direction d'Hitler, le Parti national-socialiste connaît une expansion rapide. Le jeune orateur expérimente sa première prise de pouvoir. La Grande Allemagne doit retrouver sa gloire.
Très tôt, on a des témoignages du charisme d'Hitler en tant qu'orateur. Lui-même se rend compte, au fur et à mesure, qu'il détient ce pouvoir, plus que n'importe qui d'autre. Il l'utilise comme un atout. Pour frapper l'Allemagne, Hitler a besoin d'un symbole qui va se graver dans les esprits. Aujourd'hui, on appellerait ça un logo. Il a été dessiné par Hitler et peut-être qu'il y a mis certaines de ses ambitions artistiques. Le svastika est sans doute relié à l'Inde, mais il a été dévoyé comme symbole du racisme et de l'antisémitisme. Combiné avec le fond rouge pour le socialisme et les couleurs rouge, blanc et noir pour l'ancien empire, c'est un symbole très pensé. Alors qu'Hitler en est au début de sa révolution, Benito Mussolini a déjà rassemblé une armée de partisans et il est prêt à prendre l'Italie par la force. En octobre 1922, profitant d'un élan de popularité, Mussolini organise une marche de 30 000 chemises noires vers Rome, tout en se gardant d'y participer. Les chemises noires prennent d'assaut le palais royal et forcent le roi d'Italie à céder le contrôle du gouvernement. Mussolini arrive au pouvoir le 30 octobre 1922. Son succès est dû en grande partie à son ego démesuré et à l'adulation autour de son tempérament charismatique, qui emporte l'adhésion de l'opinion publique. Certes, on peut dire que c'est une dangereuse manipulation. En quelques mois à peine, Mussolini, l'éditorialiste, est devenu l'homme le plus puissant d'Italie. De son côté, Hitler constate tout ce que Mussolini a accompli, et il en tire les leçons. Son objectif est la conquête du pouvoir, et il rassemble une armée autour de lui. Hitler semble avoir été impressionné par la tactique de Mussolini et la marche sur Rome. Il calque sa montée en puissance sur ce que le fasciste italien a réalisé dans son pays. Le 8 novembre 1923, Hitler conduit ses partisans dans une brasserie fréquentée par les grandes figures du gouvernement de Bavière. L'Allemagne a été sacrifiée! Et vous tous, vous l'avez livrée à ses bourreaux! C'est votre incompétence qui l'a achevée! Vous êtes lâches, malhonnêtes et corrompus! Vous avez toléré la présence d'une clique dégénérée et cupide! Mais plus maintenant! La révolution est en marche! Le moment est arrivé! Le moment de donner naissance à une nouvelle Allemagne! Hitler, c'est l'homme de la revanche, c'est celui qui veut détruire le traité de Versailles et qui explique aux Allemands que les difficultés économiques sont liées à la domination des Juifs qui ont contrôlé le pays depuis la défaite de l'Allemagne. Donc il faut retrouver la liberté du peuple allemand, etc. Donc pour Hitler, la revanche est absolument nécessaire pour le retour à la grandeur de l'Allemagne. L'action de la brasserie n'était que la première partie de sa tentative de putsch. Hitler et sa milice nazie tentent de prendre la rue par la force. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Italie, la police allemande est prête à réagir. Arrêtez-vous! Armés! Portez! Rejoignez notre lutte! Le Parti national-socialiste vaincra!
nous renverserons votre gouvernement! La tentative de putsch d'Hitler est un échec. Blessé pendant l'affrontement, il est arrêté et accusé de trahison. Il passera 9 mois en prison où il formalisera ses projets pour l'avenir de l'Allemagne. La religion de Moïse n'est rien d'autre que la doctrine de la conservation de la race juive. Le plus fort, le plus courageux, le plus audacieux obtiendra le noble droit de vivre. Les forts doivent dominer. Seuls les faibles trouvent ça cruel. C'est là qu'Hitler mettra au point Mein Kampf. Voilà ce pourquoi on doit se battre. Nous devons sauvegarder l'existence et la perpétuation de notre race et de notre peuple. Le traité de Versailles doit être révoqué et les chaînes qui nous entravent doivent être brisées, les unes après les autres. Personne n'est disposé à financer cette guerre, général. Hitler est bien plus dangereux que tout ce que nous avons jamais connu. Bombarder chaque ville, chaque village, chaque maison, jusqu'à l'annihilation. Ceci n'est pas une requête, messieurs. C'est un ordre. Il est temps de s'affranchir de la domination américaine.